La poésie est en quelque sorte, autant que je puisse en parler, la possibilité pour une singularité de trouver un moyen d'expression. Donc on peut être singulier de 1000 façons, bien sûr, c'est un petit peu la définition de la singularité. Je pense que justement la richesse d'une poésie, c'est la richesse de ses singularités, des paroles singulières. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours de réticence à faire partie de projets d'union de ce qu'on appelle l'union des poètes ou syndicat d'eux ou voilà. Mais tu n'as pas peur de t'allier avec d'autres artistes, par exemple pour les masques non, ça y a aucun souci du moment qu'on reste dans quelque chose que j'ai l'impression de moins mal connaître que le reste. Voilà. D'accord. Il me semble que ça, je sais un petit peu comment m'orienter là-dedans. Donc, s'il y a une autre personne, au contraire, voilà, plus on est de fous et plus on rit. C'est aussi possible de voir les choses de cette façon. Tu as déclaré tu as écrit que de plus en plus, je me rends compte que je n'écris de texte qu'après avoir répondu à certaines exigences. Et tu parles de la musique. Quelles sont les exigences des textes, par rapport au texte? Oui, ça c'est une très très bonne question et merci beaucoup de me l'avoir posée. Donc, j'aime écouter de la musique parce qu'il me semble que dans la musique il y a le récit d'un quelque chose, mais qui n'est pas verbalisé. C'est-à-dire, je parle de la musique qui ne serait pas chorale, de la musique qui ne serait, par exemple. Tout ce qu'a pu faire Dvorak pour le piano, voilà, c'est quelque chose qui me raconte quelque chose à moi, donc à partir duquel j'aime travailler, mais qui ne dit pas en autant de mots qu'il serait nécessaire d'avoir pour le dire ce que c'est. C'est-à-dire que nous partons dans quelque chose que nous reconnaissons d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, nous reconnaissons quelque chose, nous sommes avec ce quelque chose, mais ce quelque chose n'a pas encore de mots. Et c'est ça qui m'intéresse dans la poésie, aussi. C'est-à-dire cette situation... L'origine non verbale du poème. L'origine non verbale du poème. Oui, c'est très bien dit. C'est très bien dit. C'est toi qui l'as dit. J'ai une très mauvaise mémoire. C'est un exercice facile. Oui. C'est facile de faire ça, pas avec moi. Pardon. D'accord. Et alors, la notion d'origine non verbale du poème. C'est-à-dire, on va poser la question bêtement, au sens, est-ce que la musique t'inspire? Est-ce que c'est une question d'inspiration? Oui, tout à fait. Et tu parles de rythmique. C'est-à-dire que je suis vis-à-vis de la musique ému, comme je peux être ému vis-à-vis d'une mort, vis-à-vis d'un événement tragique ou d'un événement extrêmement heureux, pourquoi pas. Je suis dans cette situation-là vis-à-vis de la musique. J'ai souvent, puisqu'on parle du non-verbal, j'ai de plus en plus l'impression, parce que tout d'abord j'ai rencontré de plus en plus de personnes, on a discuté, donc j'ai réussi à situer un petit peu ma particularité par rapport à d'autres. J'ai de plus en plus l'impression que je travaille vraiment dans des états presque de très très grande faiblesse. Très grande faiblesse physique, fatigue. Quand tu vas au bout de toi-même, c'est là que tu écris. C'est-à-dire que c'est une certaine énergie, c'est un certain état à l'intérieur d'une fatigue. Voilà, c'est souvent d'ailleurs entre le sommeil et la veille. Je travaille très souvent le matin. J'essaie de travailler le plus régulièrement possible le matin et je suis mal réveillé, je ne peux pas vraiment situer le moment. C'est un demi-coma presque. Alors on pourrait réfléchir là-dessus peut-être, oui. Mais enfin bon, je suis pas dans le coma, c'est-à-dire que je peux répondre au téléphone si je voulais répondre au téléphone, mais je réponds jamais au téléphone à ce moment-là, mais ce serait possible. Voilà. Non, ce que je fais, c'est je pense, c'est une façon d'en parler aussi, je me désinhibe. Voilà. C'est-à-dire que c'est un état dans lequel finalement je retrouve ma personnalité. J'assume un certain vécu en moi. J'ai cette
C'est lequel ce vécu? J'ai ce... Comment tu le nommes, ce vécu? C'est le courage de la poésie, le courage du poète. Oui, je pense que je pense qu'il faut être un peu, c'est soit fou, soit courageux, enfin, ou un peu naïf ou inconscient, ou finalement avoir très confiance en soi, parce que et on a besoin d'une confiance en soi pour justement continuer dans une direction où finalement personne nous attend, enfin, du moins à court terme, et dans laquelle on est quand même très très solitaire. C'est-à-dire que tout ça, c'est pas possible avec quelqu'un d'autre. C'est possible ensuite. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des peintres, j'ai travaillé avec des personnes qui faisaient des masques, j'ai travaillé avec des musiciens aussi. Donc, c'est possible après. Mais dans ce qu'on appelle l'inspiration, c'est-à-dire là où on est le mieux ou le moins mal vis-à-vis de son travail, enfin, dans ce qu'on appelle le travail, bon, c'est en fait une disponibilité vis-à-vis d'un certain état de soi, hein, plutôt. Cette quête de la langue étrangère, parce que tu dis que quand tu es sorti de ton coma après l'accident, tu t'es mis à apprendre l'anglais et tu as fini dans une université américaine, spécialiste de la poésie américaine. Oui. C'est une façon de se cacher. Oui, alors, bon, tout d'abord, j'avais déjà entrepris des études d'anglais, hein, mais j'étais pas angliciste par vocation. Moi, ce que je voulais faire, c'est de la philo, de l'histoire de la langue française, donc du latin et du grec, et puis aussi de l'ancien français, et puis du français, des lettres. Voilà. Donc, c'est quelque chose pour lequel j'ai été obligé de repasser par les États-Unis, parce qu'en France, pour terminer ma scolarité, j'ai quand même passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, donc il fallait que j'ai un service en quelque sorte voilà, de mes amis qui m'apportent des cours, qui m'apportent. Or, j'avais de très bons amis qui faisaient de l'anglais. J'avais également ma mère qui avait été prof d'anglais, donc qui m'ont aidé tout simplement matériellement et à des moments clés. Voilà. Donc j'ai continué mes études, ce qui m'était très très cher et qui m'était essentiel à ce moment-là, parce que bon, il faut tenir aussi, tout simplement, c'est un mode de survie vis-à-vis de soi-même aussi. Il faut continuer quoi à tout prix. Donc pour continuer, je me suis mis à l'anglais. Alors j'ai été envoyé aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'ai repris des études telles que je voulais les faire, parce que les États-Unis ont tout, dont les études de lettres et les études. Et c'est là que j'ai beaucoup côtoyé ce qu'on appelle le structuralisme finalement. Oui, c'est la mode là-bas. Puisque, en tout cas, moi, quand j'étais là-bas, dans les années 80, c'était vraiment. Derrida était une star incontestée, et les autres n'étaient pas loin de Derrida. Voilà. Donc, oui, on était en plein structuralisme. Alors, moi, ce que j'ai appris de ce structuralisme, et donc dont j'ai cherché à me désengager progressivement, et je cherche toujours à m'en désengager, c'est que, contrairement à d'autres itinéraires ou d'autres parcours, d'autres penseurs à la même époque, ces gens dont on nous bassinait quand même un peu aux États-Unis, ces gens partaient du principe que, quelle que soit la circonstance et quel que soit le vécu d'une personne, ce qui importait, c'était le fait que cette personne, quoi qu'il vive et quoi qu'il imagine, tout ceci se passait en langage déjà. Et il y a encore, bien sûr, des personnes qui sont persuadées de cette chose. Je ne pense pas, je ne suis pas de cette. J'ai longtemps été hésitant vis-à-vis de cette théorie, c'est un a priori, hein, c'est comme un autre a priori. Je ne dis pas que j'ai la bonne solution vis-à-vis de la chose, mais ça m'avait toujours semblé un peu douteux quelque part, voilà, un peu branlant quelque part pour dire la chose. Et maintenant, je crois que j'ai fait le pas en avant pour dire non. Nous vivons dans un monde muet. Le monde est muet, ce mur est muet, cette vitre est muette. Voilà, je vais mourir, mais c'est muet, je ne sais pas comment ça va se passer. Enfin, Derrida lui-même disait ça, j'y pense tous les jours, je ne sais pas comment ça va se passer. Je me fais 1000 scénarios, 1000 sketchs, la façon dont je vais mourir.
et pour moi, c'est le témoignage de cette multité fondamentale du monde. Nous, dans ce que nous portons, nous sommes de la rencontre. Nous appartenons à la sphère de la rencontre. C'est-à-dire que je suis, moi, voyant ce mur. Donc je peux me projeter aussi dans ce mur. Je suis à mi-chemin entre moi et le mur. Mais je ne suis pas le mur. C'est-à-dire que si je me cogne la tête contre le mur, je vais avoir une grosse bosse, et si je me recogne encore la bosse, je vais avoir un traumatisme, et si j'ai encore un traumatisme, je vais retourner à l'hôpital, et probablement ça va se passer très mal pour moi, qui ai déjà eu beaucoup de traumatismes crâniens. Alors, voilà. En opposé à cette rigueur du regard, tu parles beaucoup du plaisir et du plaisir esthétique. Tu cherches à atteindre le plaisir esthétique. Oui, je pense que... mais je pense pas être très original de ce point de vue. Je pense que la beauté est quelque chose qui fait partie, comme la grâce en quelque sorte. C'est un moment de bonheur. C'est le moment de notre bien-être dans le monde vis-à-vis de justement cette espèce d'aventure dans une série de rencontres que nous ne cessons de vivre. Nous, notre espèce, nous ne sommes que rencontres, nous ne sommes que rapport avec le monde. Nous sommes une fragilité extraordinaire. Nous sommes d'une fragilité extraordinaire, alors que la pierre quand même, elle dure un petit peu plus que nous. Voilà. Donc c'est... D'accord, je comprends. Oui, alors il y a les exigences, la musique, et tu vas dire que tu dis, enfin, je t'ai entendu dire, je t'ai lu, que tu sais, même le sens pouvait disparaître par rapport à ça. Est-ce qu'il peut disparaître? Est-ce que le sens peut disparaître? Pardon. Oui, c'est une. Je crois que tu vois, ça peut être peut-être décrit en termes d'éclipse, c'est-à-dire que il y a un certain éloignement vis-à-vis du sens, et en tout cas une mise en perspective de ce sens, c'est-à-dire ce n'est plus forcément automatiquement la chose la plus importante. Et donc on passe dans une autre dimension du sens, ou une autre modalité du sens. On ne peut pas en parler de la même façon. Il y a ça chez Heidegger. Le mode de pensée poétique n'est pas moins vrai que le mode de pensée philosophique. C'est vraiment le grand apport au niveau de la poésie de Heidegger. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis plutôt... j'ai été très très marqué par l'acheminement vers la parole, le texte. Oui, et puis la façon que Heidegger a eu de penser justement cette poésie comme quelque chose de très très moteur, dans la façon de notre rapport au monde. Voilà, pour dire les choses très brièvement, pour moi, Heidegger, c'est celui qui fait de notre ignorance fondamentale, de notre non-savoir, un savoir, ou en tout cas, voilà, une direction dans laquelle avancer. Mais c'est vrai que ça fait valoir tout de suite l'humilité, ça fait valoir tout de suite la modestie, ça fait valoir tout de suite la prudence, ça fait valoir beaucoup de choses que Heidegger lui-même d'ailleurs dans sa vie n'a pas forcément mis en pratique, mais ce sont des perspectives éthiques qui sont importantes, bien sûr, et qui me paraissent importantes, qui me touchent. Quels sont les auteurs qui sont référents ou que tu repousses quand tu écris pour ne pas leur ressembler? Oui, je pense pas que j'ai vraiment besoin de repousser qui que ce soit parce que je pense pas être vraiment dans une situation de concurrence ou de compétitivité, ou même j'ai pas l'impression que j'ai encore les mots pour vraiment bien parler de ce que je fais moi-même. J'essaie de m'en approcher, voilà, j'essaie de m'en approcher. Maintenant, peut-être que d'autres personnes sont plus aptes pour parler de ce que je fais que moi. En tout cas, j'ai l'impression, en effet, que avec certaines personnes,
je communie. Il y a comme une communion, voilà. Et puis des affinités, tout simplement. Et puis avec d'autres, beaucoup moins. Voilà, c'est tout. Mais je pense que c'est un petit peu dans tous les domaines comme cela. Oui, je me rappelle une vieille question qu'on m'avait posée. On m'avait demandé si j'étais pas verlainien. Voilà. Et alors, j'avais jamais réfléchi vraiment à ça. Mais c'est vrai que j'ai mémorisé plusieurs poèmes de Paul Verlaine, que j'ai lu beaucoup de ses œuvres, disons pas forcément mineures, mais moins connues que d'autres, hein, comme ses hôpitaux par exemple. Il y a des choses que j'ai travaillées chez Verlaine, peut-être plus que d'autres. Voilà. Oui. Mais je m'étais donc posé la question, pourquoi est-ce que c'était Philippe Beck, hein, qui m'avait dit que j'étais verlainien, et je m'étais posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire verlainien? C'est-à-dire, pourquoi pas apollinérien, ou pourquoi pas voilà. En fait, ça témoigne de quoi, cette volonté de rapprochement comme ça, de ça rassure les gens. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une question. Voilà, c'est une question que j'ai. Je me sens pas la nécessité de m'inclure dans un clan, dans une catégorie, voilà, dans une école, ou dans une mouvance, ou voilà, alors peut-être que ça viendra, mais peut-être que j'ai plus tendance à fonctionner à partir d'amitié, tout simplement. Voilà, la façon dont les gens sont, tout simplement, la façon dont ils voilà, dont peut-être c'est peut-être un peu taillé à la serpe là ce que je vais dire, mais la façon dont ils ont un rapport avec eux-mêmes aussi, parce que c'est ça, quand on traîne un passé très très lourd, moi j'ai souvent des moments de grande fatigue, donc il y a aussi vis-à-vis de soi-même une certaine humilité à gérer, un certain sentiment d'insuffisance, hein, de soi, tout simplement, au niveau physique. Et alors, on se rend compte que dans la société, beaucoup de personnes, sans le savoir peut-être, mais mettent en place, malgré eux peut-être, ou inconsciemment, des stratégies de prise de pouvoir. Au contraire. Alors moi, en opposition à leur manque. Enfin, non, peut-être pas. Non, par tout simplement, sans le savoir, pour une affirmation de soi. Et alors que moi, j'ai vraiment un grand sentiment d'insuffisance ou de défaillance. Donc, et que bon, ça m'est rappelé, pas quotidiennement, mais presque. Donc, c'est très souvent, en tout cas très fréquemment. Donc, je sais pas. Je pense que ça peut. Je ne sais pas si fondamentalement, en effet, comme tu dis très bien, sans doute, c'est peut-être les gens qui sont là-dedans, justement, qui sont aussi les plus fragiles. Je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je dis vivre un certain rapport avec soi-même. Comment est-ce qu'on vit son rapport avec soi, en quelque sorte, son auto-représentation, la représentation qu'on a de soi, comment on la vit dans l'extérieur avec d'autres. Bon, par exemple, il y a un exemple bête et méchant, mais j'ai eu, durant ces journées, la possibilité d'écouter 2 présentations. La première, c'était vendredi, c'était Marlène Jobert, et cet après-midi, j'avais encore le temps d'écouter Michel Drucker. Donc 2 personnes qu'on peut appeler des people si on veut, hein, des stars un petit peu très médiatisées. Voilà, pour des raisons un peu différentes, même beaucoup. Alors la première personne, de la façon dont elle se présente, son débit, sa voix, voilà, Marlène Jobert. Marlène Jobert est une personne que je mettrais dans une catégorie des personnes un peu qui n'ont pas, qui sont à côté des enjeux de pouvoir. Pour elle, c'est pas important. Voilà, on voit tout de suite dans la façon dont elle dit, par exemple,
J'ai pas entendu. Vous pouvez répéter, j'ai pas entendu des choses comme ça. Bon, mais elle le vit très bien. Et puis, finalement, ça finit par passer. Voilà. Michel Drucker est dans un rapport beaucoup plus dynamique au langage. Il ne laisse rien passer, en quelque sorte. Voilà. En effet, c'est quelqu'un qui donne envie d'être au top et de parler bien. Et se raconter. Mais bon, ce sont deux rapports à soi-même. Voilà, une volonté ici de ne pas perdre une miette des possibilités, et puis une volonté là, finalement, de se laisser plutôt aller, de aussi prendre son temps, peut-être de rêver aussi, et de montrer que oui, on est bien quand on rêve, voilà, sans forcément le dire en autant de mots, voilà, en étant, comment dirais-je, un petit peu, vulnérable. D'accord. Moi, c'est mon sentiment. Voilà, je suis pas en train de comparer deux personnalités. Je suis en train de comparer deux représentations que moi j'ai de deux personnages. Voilà, que j'ai vus sur scène. Bon, Christophe Lamiot-Enos, je te remercie et je te souhaite une bonne continuation. Merci.